Pour reprendre la chronologie, ce mot écologie que vos camarades étudiants vous rappelaient avoir prononcé à la fin des années 60 a en quelque sorte guidé toute votre carrière. Cela a pu commencer par cette théorie controversée que vous avez appelée AMO, Akhenaton, Moïse, Oedipe. Théorie que vous inscrivez dans l'écologie de la psychologie collective par la reconnaissance de la scène primitive. Que pouvez-vous nous en dire? Au fil des avancements des recherches, il semble que cette théorie se vérifie et soit admise par un certain nombre d'intellectuels. En effet, elle a été, pour ainsi dire, je débute là-dessus, d'abord pour régler ça, elle a été vérifiée, cette théorie qui a été écrite en 1985, et à partir de 90, elle a été vérifiée lorsque je résidais à Londres et que je faisais connaissance de Ahmed Osman, qui est un égyptologue, égyptien mais vivant à Londres, et qui avait écrit Akhenaton, sur Akhenaton, et qui confirmait, qui établissait une thèse égyptologique selon laquelle Moïse, le personnage Moïse, avait pour réalité historique la personne d'Akhenaton, qui avait donc régné un bref instant dans l'histoire comme un prince en Égypte, et qui avait fui l'Égypte en emportant une doctrine ou un certain nombre de personnes avec lui. Et Ahmed Osman publiait cette thèse égyptologique quand j'arrivais à Londres et donnait donc confirmation à celle que j'avais fait en hypothèse après la lecture de Freud, c'est-à-dire après la lecture du dernier livre de Freud, qui a été le livre de toute sa vie, qu'il avait commencé bien des années avant et qu'il achevait quasiment au moment de sa mort, et qu'il publiait alors, et donc qui faisait le rapprochement entre Akhenaton et Moïse. Alors, après avoir lu ça, j'avais fait l'hypothèse d'une possible identité. Je l'avais fait à l'inverse. J'avais voulu démontrer comment il était possible, j'avais voulu montrer comment il était possible de démontrer que Akhenaton n'était pas Moïse. Freud les avait tellement rapprochés qu'il me semblait utile, important de dire, oui, tout de même, il faut dire que ce n'est pas les mêmes. Et je n'ai jamais réussi à le dire. Au contraire, tout semblait indiquer que ça pouvait être les mêmes personnes. Je l'avais donc écrit à partir de 85, entre 85 et 90, et en 90 à Londres, Ahmed Osman le confirme. Il confirmait par ailleurs, enfin c'était une autre personne, Martin Bernal, qui confirmait la seconde partie de cette équation, Akhenaton, Moïse, O comme Orphée ou Oedipe, mais on en parlera. Alors, donc ça c'est au sujet donc de ces fondations qui sont apparues, qui ont émergé, enfin plutôt ce qui a émergé des fondations sur l'écologie et la psychanalyse, qui a émergé très tôt. Et de la même manière où avec cela émergeait aussi, ou était confirmé, ou était solidifié, affirmé le lien avec la psychologie collective. Parce que les travaux de Freud, le livre sur Moïse, est essentiellement une recherche des lois de la psychologie collective, qu'il avait commencé bien avant avec Totem et Tabou, et qu'il essayait
de mettre réellement au clair avec l'histoire du monothéisme et du rôle de ce personnage historique que la Bible met en point de départ après Abraham. Donc, la psychologie collective était aussi introduite, affirmée, son rôle et sa présence était aussi affirmée dans l'identification, un peu plus avant que n'avait été Freud, l'identification du rôle d'Akhénaton et de sa participation à une religion bien plus prolongée et retentissante que n'avait été simplement l'atonisme. Maintenant, rapporter ça à l'écologie, évidemment, c'est un état de fait, puisque c'était mon objectif d'éclairer les mécanismes qu'on appelle de gestion écologique. C'était à l'origine de cette entreprise, de cette thèse Akhénaton Moïse. Mais avant d'en faire le détail ou de comprendre la profondeur du lien entre la psychologie collective, entre Akhénaton et l'écologie, il est simplement, puisqu'on parle d'anecdote un petit peu ici, tant qu'on peut, l'anecdote, c'est que les égyptologues, avant de bien connaître Akhénaton, mais dès qu'ils ont commencé à faire connaissance avec cette histoire, ont appelé Akhénaton soit le premier individu de l'histoire, c'est-à-dire le moteur initial, on peut dire, de la démocratie, c'est ce qu'il voulait dire, soit aussi l'ont-ils appelé le premier écologiste de l'histoire. Parce que sa description, la religion de l'atonisme, était très proche d'une rationalisation ou au contraire, d'une élévation spirituelle des lois de la nature. Et donc voilà, si on peut dire, comment s'est fait le lien entre l'écologie et Akhénaton. Mais donc, cette théorie Akhénaton Moïse Oedipe a été très controversée. Et vous avez actuellement des intellectuels qui pensent comme vous. Donc, Ahmed Osman oui. l'a confirmé. Ensuite, Martin Bernal. Martin Bernal, c'est un professeur surtout de New York, un homme important qui a écrit Black Athena, et lui qui confirmait le Akhénaton Oedipe, qui auparavant était aussi écrit, l'hypothèse avait déjà été faite par Immanuel Velikovsky, qui était aussi un psychanalyste de l'époque de Freud. Et puis, plus dernièrement, il y a une personne très bien renseignée, il s'agit de Patrice Ernu, qui confirme aussi ou adhère à cette équation. Et on peut dire aussi qu'en fait, l'ignorance de cette équation, avant qu'elle soit comme en cours mise à jour, l'ignorance de cette équation est récente. Remarquablement, elle date de la Renaissance. Parce qu'avant la Renaissance, on avait la connaissance, ou la croyance, mais enfin, on estimait qu'il y avait eu
à l'origine du christianisme, mais aussi de l'Ancien Testament, qu'il y avait eu un personnage qui avait été un roi d'Égypte. Et on faisait l'équation à l'époque, non pas de Akhénaton, on ne connaissait pas le nom, mais enfin, c'était ce roi qu'on appelait Trismégiste, donc Trismégiste Moïse. Il ne s'agissait pas d'Oedipe à l'époque, il s'agissait d'Orphée. Donc c'était le AMO aurait été Akhénaton, Moïse, Orphée, au moment durant le Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance. Ensuite, ça avait été censuré à la Renaissance et ça s'est réapparu comme Akhénaton, Moïse, Oedipe. On peut signaler que Jean Cocteau a très bien indiqué le passage de l'un à l'autre. Donc, vous venez d'aborder, de parler de l'hermétisme. Et toutes ces recherches vous ont amené aussi à vous intéresser à l'hermétisme. On en a parlé un petit peu lors du premier entretien, de façon succincte. Quelles ont été les avancées qui vous ont permis d'amener d'autres théories, d'autres analyses? D'ajouter à l'hermétisme quelque chose qui serait la psychanalyse. La manière dont j'ai rencontré l'hermétisme est assez, elle est notable et aussi anecdotique. Parce que je n'y connaissais rien du tout. Généralement, tous mes travaux partent d'aucune connaissance, de rien, de rencontres hasardeuses. Et je soupçonnais tout de même, lorsque j'écrivais entre 85 et 90 à Lyon, lorsque j'écrivais l'égalité de Akhénaton, Moïse et Oedipe, je soupçonnais là qu'il y avait d'abord une histoire antérieure. C'était probable, j'étais pas là tout à coup à découvrir quelque chose qu'on aurait ignoré pendant 2000 ans, 3000 ans, ça aurait été inconcevable. Donc ça avait dû énormément se savoir. C'était bon. Mais je soupçonnais quelque chose de l'hermétisme. Alors, par hasard, je devais aller à Rome, passer une quinzaine de jours. Et j'y suis arrivé un dimanche très tôt le matin, et un petit peu comme une chanson de... là, c'était Rome. Rome s'éveille, mais Rome était encore très, très vide, le soleil se levait, le taxi nous amenait... on voulait un café, prendre un petit déjeuner ou quelque chose comme ça. Tout était un peu fermé. Le taxi nous arrête devant une place où il y avait un établissement ouvert. Et je remarquai qu'il y avait au milieu de cette place, au centre de cette place, une grande statue d'un personnage couvert d'une capuche. Et nous allons donc ensuite à l'hôtel. Et puis pendant ces 15 jours, j'ai lu le livre de Francis Yates et sur la tradition hermétique. Et je découvrais toute cette histoire, et notamment je découvrais Giordano Bruno. Et c'était sa statue qui m'avait accueilli, où j'avais rencontré, à laquelle j'avais été d'abord mené à mon entrée à Rome, sur la place de Campo di Fiori, c'est-à-dire le marché aux fleurs, c'est-à-dire cette statue qui est honorée de milliers de fleurs chaque semaine, voire tous les jours. Et donc,
Giordano Bruno était l'homme qui, à la Renaissance, soutenait, avec quelques autres, mais soutenait l'hypothèse du roi d'Égypte étant égal à Moïse et Orphée. Et donc, comme on sait, il a été exécuté, justement sur cette place-là. Oui. Donc après, vous êtes intéressé à Newton, Kepler, aux galaxies, comment ça s'imbrique dans votre parcours d'analyste, comment est-ce que vous mettez toutes ces places, toutes ces... Je découvrais Bruno et l'hermétisme avec le livre Giordano Bruno et la tradition hermétique de Francis Yates. Je le découvrais un petit peu avant 90. Ensuite, justement, j'allais à Londres où j'allais travailler avec le Warburg Institute, c'est-à-dire le département universitaire de elle était décédée, de feu Francis Yates, et où je vérifiais là cette préexistence de la thèse du roi d'Égypte migrant et laissant la mémoire sous le nom de Moïse sur la terre d'Israël et sous le nom de Oedipe ou d'Orphée sur la terre hellénique. Mais les personnages, les astronomes de la Renaissance, l'étude que j'en ai faite n'était pas liée à cet examen ce rattachement à l'hermétisme. L'attention sur les astronomes de la Renaissance m'a été suggérée par Lacan, qui identifiait, ou plutôt qui confirmait, appuyait la petite thèse, ou l'idée ou la comparaison que Freud avait fait de lui-même avec Copernic. Copernic avait révélé des éléments physiques du cosmos, et Freud révélait des éléments presque spatiaux de l'inconscient, et puis aussi un personnage réel, un personnage historique. Et donc il s'était comparé à Copernic, et Lacan plus tard avait souligné ça en estimant que même la structure de pensée de Freud était comparable à cette tournure que Copernic avait initialisée. Et à ce moment-là, du fait ou en coïncidence avec le fait que des élèves de Lacan avaient continué la même comparaison et l'avaient produite à propos de Tycho Brahe, c'est-à-dire avaient comparé Lacan à Tycho Brahe comme Lacan comparait Freud à Copernic. Le livre s'appelle Le titre de la lettre. En prenant connaissance de ça, ou peut-être par quelque intuition de ma part, je ne sais pas, je ne me souviens plus ça, mais donc j'avais remarqué qu'il y avait eu comme ça deux chapitres de comparaison avec entre les astronomes et les psychanalystes. Et ça me plaît dans le sens où l'espace cosmique a pour qualité d'être un espace, et l'espace psychique a pour qualité d'être un espace aussi. Donc il y a tout de même un point de rencontre entre le cosmos et le psychisme. Et
j'ai été, au demeurant, à cette époque, aussi en contact assez proche avec Armando Verdiglione, qui est toujours de notre monde et actuel, Verdiglione, et il était analysant de Lacan et avait démarré une carrière fulgurante en Italie, à Milan. Nous confrontions nos points de vue et lorsque lui créait une fondation, je créais une association. Et nous confrontions ça. Mais Verdiglione n'hésitait pas à estimer, parce que lui aussi faisait des grands progrès dans la découverte psychanalytique, et il n'hésitait pas à faire des comparaisons de lui-même avec Galilée, ou le geste de Galilée. Donc nous avions là trois psychanalystes qui ressemblaient à trois astronomes. Alors il suffisait d'étudier un petit peu en détail ces comparaisons, il suffisait de remarquer qu'un autre astronome très important qui s'appelle Rhéticus, dont on ne se souvient plus très bien, mais qu'il était exactement réédité dans l'histoire de la psychanalyse en la personne de Wilhelm Reich, mais exactement avec les mêmes relations avec son maître, comme Rhéticus avait pour Copernic son maître, un maître, et Reich avec Freud pour maître aussi. Et donc, voilà, il suffisait il manquait un astronome dans ce puzzle, qui était bien sûr Johann Kepler. Kepler est assez important. Kepler a réussi à traduire l'ellipse des mouvements de la topologie cosmique, et c'est-à-dire l'ellipse qui comporte trois éléments, un élément triple, les deux centres et la circonférence. Donc voilà. C'est à partir de là que vous avez signé vos écrits Kepler par clin d'œil à Kepler. Oui. Exactement. Donc, c'est là aussi que vous êtes vous avez pensé être psychohistorien. Oui. La psychohistoire, elle vient d'un autre chemin aussi, d'une autre rencontre, dont je n'ai plus exactement tout à fait à l'origine la mémoire. Il y avait à Vichy Robert Liris, qui était organisateur, responsable et animateur d'une association avec des étrangers, des Américains tels que Norman Sims et d'autres. Et je crois même que j'ai fait leur connaissance, on a travaillé ensemble, j'ai même été, je crois, vice-président de l'Institut de psychohistoire. Et ensuite, c'est d'ailleurs ce qui a motivé plus tard ma migration, enfin mon voyage et mon installation à New York. C'était avec un autre membre, Jerry Atlas, de l'Institut de psychohistoire de New York, que nous avions convenu, ou nous étions entendus pour écrire un livre ensemble, justement sur cette Akhenaton Oedipe, qui est quelque chose de la psychohistoire, on peut appeler ça comme ça. Et
cette association, en fait, donc, elle m'a tout le temps soutenu. J'ai été en grande divergence avec un psychohistorien qui réduit, qui identifie la psychohistoire à l'histoire de l'enfance, Lloyd de Mause. J'ai été en opposition avec lui et puis le temps a passé. Et c'est assez récemment que j'ai repris la cause et la thèse de la psychohistoire, mais en y voyant de nombreuses sources, c'est-à-dire le psychohistorien nommément lui-même Karl Lamprecht, qui était un Allemand de la génération un petit peu même avant Freud, et qui a été repris, qui a fait la thèse principale de la sociologie de Aurobindo, et évidemment aussi une autre source qui est la psychohistoire en tant que thème de science-fiction par Asimov, un thème majeur, et que l'on relie donc évidemment à Norbert Wiener et à Campbell. Et puis troisièmement, la troisième source de la psychohistoire, c'est ni plus ni moins celle-là, des instituts de psychohistoire de Robert Léris et qui rejoint sans doute, ce qui est une manière peut-être qui est un vocable que l'on peut utiliser pour, qu'à le dire, invoquer un rapprochement de la psychanalyse avec l'histoire. Donc, après, pour faire un petit peu le tour de cet Akhenaton Moïse Oedipe, vous avez, enfin, avec Freud, je pense, et l'autre entretien, vous avez parlé du LSD. Et votre thèse de médecin psychiatre s'intitulait Drogues et mythes. Selon vous, quelles peuvent être les incidences de la chimie ou de la drogue en tant que développement sur le cerveau ou en tant que soin? Comment les reliez-vous? Donc, quand j'ai écrit Drogue et mythes, c'était donc avec la préhistoire de mes origines familiales, où donc des membres de ma famille avaient été employés par la Régie française des tabacs pour importer l'opium. Et la thèse étudiait surtout la manière dont l'économie avait, à Marseille, payé les dockers en opium, par exemple. Donc, ça avait été utilisé assez largement depuis longtemps, évidemment, on le sait, mais pas simplement en Indochine ou en Chine. D'ailleurs, ça je l'aurais su plus tard, mais Kepler écrit son dernier livre, d'ailleurs, à propos des relations qu'il entretient, enfin, de la connaissance qu'il avait partagée avec sa mère, qui elle aussi était sans doute une consommatrice d'opium, enfin c'était ce qu'on appelait une sorcière qui voyageait dans le cosmos avec des drogues diverses. Donc il comparait leurs expériences, l'un de scientifique et de mathématicien et l'autre de cuisinière et d'herboriste. Et il est utile, vous rementionnez le LSD, c'est par la suite qu'en fait, donc l'opium était très importante pour Freud. Freud l'a
la consommer sous forme de morphine comme médicament, mais aussi évidemment ça a influé sur son œuvre. Mais ensuite il y a eu, et à mon époque il y avait le LSD en effet, qui est connu maintenant, enfin pour ceux qui veulent le connaître, mais la démonstration en a été faite ni plus ni moins que par l'inventeur, le découvreur même du LSD, qui s'appelle Hoffman, et bien d'autres après ont donné les preuves nécessaires à estimer que le LSD était très bien connu, probablement à l'époque justement d'Akhenaton, surtout en Grèce. Il faisait partie des mystères d'Éleusis, d'après Hoffman, qui en a fait donc un travail assez suffisant pour que l'hypothèse soit très probable. Et aujourd'hui, nous employons des drogues en principe, quasiment on peut dire sur un principe obligatoire, puisque la majorité des drogues que nous employons, il n'y a que la psychiatrie qui a le droit d'utiliser les drogues, les autres métiers ne peuvent pas le prescrire, et la psychiatrie utilise les drogues généralement, donc en partie, si on peut dire, comme des drogues obligatoires, puisque ce sont des médicaments que souvent on impose à des malades, comme on dit, irresponsables, comme on y insiste. Et donc ça fait tout de même un grand changement, une grande différence entre l'estimation que les drogues pouvaient être des moyens de connaissance scientifique, des connaissances de la nature, voire des moyens de connaissance spirituelle, avec aujourd'hui l'idée que les drogues peuvent être devraient être ou sont conçues simplement comme des moyens de normalisation, pas tellement dans le sens d'un éclaircissement conscient de la connaissance. Oui. Vous avez fait des conférences justement sur la drogue et vous avez relié tout ça à la machine, ce que vous appelez l'appareil. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Vous auriez peut-être fait un lapsus en disant « pouvez-nous ». Oui. Et c'est avec plaisir que je parle comme nous. Si ça m'était donné, ça pourrait peut-être servir à quelque chose. Mais il ne faut pas trop blâmer la psychiatrie pour son usage actuel de drogue plutôt destinée à rendre docile ou à supporter les choses inadmissibles. Parce que jeune étudiant, j'ai assisté aux dernières années où il n'y avait pas ces drogues, c'est-à-dire j'ai assisté au moment où on commençait à inventer ces produits chimiques contemporains, et j'ai pu voir quel était l'état de la pathologie mentale lorsqu'elle n'existait pas. Et c'était quelque chose où les gens, on peut le dire, mangeaient des vaches broutes de l'herbe. Il y a des gens qui mangeaient de la terre. Hein. Et donc, les drogues nous ont tout de même, ces drogues modernes, psychiatriques, nous ont soulagés et sauvés de ça. Donc, c'est tout de même très important. Et ce que l'on peut voir dans
ou prévoir, ou entrevoir dans la coïncidence, l'affinité des drogues psychiatriques actuellement avec l'appareil, avec la machine. Bien sûr, il va y avoir des ordinateurs biologiques et ils vont marcher aux drogues, c'est-à-dire ils vont marcher aux produits intersynaptiques. Mais surtout, on voit que la psychiatrie cherche à codifier les comportements. Et on appelle ça, il y a des gros manuels de code où les gestes sont, les comportements et les gestes sont réduits à une liste de codes. On peut se dire que, bien évidemment, toujours à l'aveuglette ou avec l'intuition, ou bien en guidant en secret l'évolution des choses. Donc on peut estimer que la codification systématique du comportement humain est une préparation à ce que le comportement humain soit ainsi délégable à l'intelligence artificielle. Et sur le chiffrage des comportements et le chiffrage de la chimie cérébrale et comportementale, donc la machine opérera son propre déchiffrage de l'un et de l'autre, et il fera une combinaison qui nous permettra peut-être d'être plus intelligent dans l'emploi des drogues ou de notre capacité ou de nos capacités comportementales, finalement.